bienvenue à cette table ronde sur la 5G dans les aéroports, ce que va apporter cette technologie dans les aéroports et puis plus globalement au secteur de l'aérien. Alors pour en parler avec moi, donc Guillaume de Lavalade, vous êtes DG de Boane, donc qui est opérateur des technologies digitales pour les entreprises mais les organisations publiques également. Et Sergio Colella, vous êtes le président de CITA Europe et vous fournissez et développez des technologies pour l'aérien et les aéroports également. Alors en préambule, je vais faire une petite aparté pour expliquer ce que c'est qu'en fait la 5G, parce que globalement tout le monde sait que la 5G va apporter davantage de débit, comme les générations précédentes, mais elle a aussi des particularités qu'il faut prendre en compte si on veut appréhender les usages à venir. Alors par exemple, la 5G va avoir une latence, c'est-à-dire la réponse du réseau en clair lorsqu'on le sollicite, qui sera minime. La 5G permettra également le développement de l'Internet des objets. On pourra connecter pour la première fois des milliers, voire des millions d'objets via cette technologie, en bas débit ou en haut débit. Et également, la 5G permet le network slicing. Alors c'est un nom un petit peu barbare, mais ça signifie qu'en clair, on va pouvoir allouer une partie de la bande passante à un usage particulier et éviter que certains usages viennent interférer l'usage initial. Alors, pour commencer, on va faire un premier tour de table, mais quelles sont les promesses de la 5G pour les aéroports et pour l'aérien? En quoi ça va... Enfin voilà, ça va permettre de développer de nouveaux usages et de nouvelles manières de faire dans les aéroports. Guillaume de Lavalade. Merci Pierre. Juste si vous me permettez, moi aussi une toute petite aparté. Si on regarde un tout petit peu en arrière, la 3G et la 4G ont été des technologies qui ont été massivement utilisées par le grand public et les entreprises ont été un peu les laissées pour compte. Il y a eu moins d'appropriation de ces technologies par les entreprises. Un exemple assez intéressant et qui vous parlera, je suis sûr, c'est l'utilisation par exemple de WhatsApp dans le milieu professionnel. Il y avait encore quelques papiers de vos confrères sur les banques, l'utilisation de WhatsApp, la confidentialité. Mais je trouve que cet exemple est intéressant parce que aujourd'hui, le monde de l'entreprise, sur certains aspects, est un peu en rattrapage par rapport aux usages que vous, moi, Sergio, avons dans notre vie privée avec la technologie. La 5G, c'est vrai, c'est largement positionné pour les entreprises. Et ça, c'est une grande révolution. De quoi ont besoin les entreprises pour continuer à se digitaliser, à se numériser? Elles ont besoin de garanties de bande passante. J'ai besoin de passer 10, 100 mégabits. Il faut vraiment que cette bande passante passe. Et si vous prenez l'exemple d'un avion qui arrive au point parking, vous avez des professionnels qui travaillent autour, mais vous avez aussi 200 passagers qui rallument leur terminal. Et donc, du coup, chargent leurs vidéos, envoient leurs mails. Et donc, pour le professionnel qui est sur le bas-côté et qui doit travailler, lui, il a besoin aussi d'avoir une garantie de bande passante. Et ça, c'est vrai que en 5G, et peut-être en 4G un petit peu avant, on apporte cette garantie. Le deuxième point qui est essentiel, comme vous l'avez souligné aussi, c'est la notion de latence ou de temps réel. De plus en plus d'utilisations dans les entreprises se font sur des applications qui sont en temps réel. On a besoin de communiquer en instantané avec le réseau. Typiquement, là aussi, si je reprends mon exemple du bagagiste, il faut qu'on soit certain que le bagage, quand il rentre dans l'avion ou quand il sort, soit tagué et que l'information soit disponible partout, en temps réel. Et puis le dernier, et ça c'est peut-être le plus difficile en termes de projection, c'est l'utilisation massive de l'Internet des objets. On nous parle de chiffres de milliards d'objets connectés. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore un petit peu irréel. Il y a un long chemin à parcourir, mais très clairement, on peut imaginer beaucoup d'environnements industriels, d'environnements de commerce et bien évidemment d'environnements aéroportuaires qui soient avec des milliards, des millions d'objets connectés. Et ça, c'est quelque chose qui sera passionnant. Sergio Colella. Oui, absolument. Vous l'avez dit, à juste titre, la 5G, c'est quelque chose qui sera utile pour les entreprises. Ça, c'est absolument vrai. Je dirais que dans un aéroport, vous avez... Dans un grand aéroport, vous avez 100 000 personnes qui peuvent travailler et qui font partie de l'écosystème de l'aéroport.
pouvoir leur fournir une capacité de connexion à haut débit, pouvoir utiliser une grande quantité de données, pouvoir passer des vidéos, est un élément moteur important dans le gain de productivité et dans l'efficacité de toutes ces personnes dans l'aéroport. Je dirais que le grand public aussi, dans l'aéroport, dans cette petite superficie, petite surface qu'est un aéroport malgré tout, bénéficiera de la 5G, avec la possibilité d'avoir accès à beaucoup plus de connectivité, beaucoup plus de données, mais aussi avec la possibilité, et on y arrive, d'avoir une expérience passager qui soit bien meilleure. Une expérience passager qui soit portée par la biométrie, par le fait d'avoir une assistance qui est dédiée et intelligente pour chacun des passagers. Enfin, c'est le machine-to-machine. Dans un aéroport, il y a un nombre extrêmement important de machines, de robots potentiellement demain et après-demain. Et ces robots et ces machines ont besoin de grandes quantités de données pour communiquer entre elles. Dans l'avion également, lorsqu'il est au sol, pouvoir faire en sorte qu'il y ait un niveau de communication beaucoup plus important, une quantité de données beaucoup plus importante qui transite, est fondamental. Non seulement pour, à la limite, le matériel de divertissement qui est nécessaire pour les passagers, mais aussi pour faire en sorte que les pièces détachées, que l'usure des machines à l'intérieur de l'avion puisse être communiquées de manière beaucoup plus importante. Tous ces cas d'usage, on les comprend, on les envisage, on les anticipe. Il y en aura d'autres qui seront, je suis sûr, amenés par la maturation de l'utilisation de cette technologie. D'accord. Alors Guillaume, vous me disiez que par exemple aujourd'hui, quand les avions arrivent dans un aéroport, ils sont face à des bornes Wi-Fi pour faire transiter les données. Avec la 5G, on peut imaginer des solutions complètement révolutionnaires où finalement en fait il y aura plus besoin de ces bornes, ou quand le temps est mauvais, et à ce moment-là on a du mal à transférer les données correctement. Avec la 5G, tout ça disparaîtra. On va pouvoir avoir une immédiateté de transfert des données au moment où l'avion en fait atterrit. Alors, c'est vrai, et Sergio l'a rappelé, mais si on prend les aéroports parisiens, c'est effectivement plus de 100 000 employés dans plein de métiers différents et un gros millier d'entreprises. Si je mentionne ça, c'est parce que, en fait, derrière le parcours passager que vous, moi, Sergio connaissons, il y a une usine derrière. Il y a beaucoup de monde qui travaille pour faire en sorte que les millions de passagers s'écoulent de la manière la plus fluide. Et donc, c'est vrai que quand on a un avion qui arrive au point de parking, là aussi, on a une petite illustration de tous ces métiers qui viennent s'affairer autour de l'avion. Qui pour la maintenance, j'ai cité le bagagiste qui, lui, parfois est plutôt derrière les ailes au fond de l'avion. Il y a les entreprises qui vont venir refournir la nourriture, charger, décharger. Il y a bien évidemment de plus en plus l'avion qui lui-même, et ça sera encore plus vrai demain, déchargera toutes les données de maintenance. Donc, et j'ai mes 200 passagers que je citais tout à l'heure qui sont déjà, dès que l'avion a touché le sol, ils sont sur leur téléphone à récupérer, écouter tous leurs messages visio et vidéo. Donc l'avion au parking, c'est vraiment un point où il y a beaucoup de besoins et certains doivent être plus prioritaires que d'autres. C'est vrai que on ne peut pas regarder une vidéo sur YouTube d'un passager, ça ne doit pas écraser le flux du bagagiste qui lui transfère les données. Et donc aujourd'hui, c'est une borne Wi-Fi qui est devant le nez de l'avion. Et la techno Wi-Fi évolue largement, mais c'est vrai que sur la gestion des interférences, les réseaux cellulaires ont un petit plus. Et donc là, que l'avion soit un peu gros, avec des grosses ailes, qu'il pleuve, et donc ça perturbe le signal, une technologie comme la 4G ou la 5G a cet avantage de vraiment permettre complètement de fournir de la bande passante tout autour de l'avion. Et là, j'ouvre une toute petite parenthèse. Ça, on peut le faire aussi bien en 4G qu'en 5G. On peut le faire en 4G si on est sur des fréquences privées qui sont dédiées aux besoins des professionnels. Et c'est pour ça qu'il y a quelques mois, Bouygues a déployé un réseau 4G pour l'instant en outdoor, à l'extérieur,
uniquement dédié aux professionnels. Et là, comme on maîtrise les fréquences, on maîtrise les utilisateurs qui sont dessus, et on est capable, tant en termes de débit qu'en termes de latence, d'atteindre les performances qui seront celles de la 5G quand on aura toutes les fonctionnalités dont vous avez parlé. Et juste pour illustrer par un dernier petit exemple, autant dans notre vie privée à nouveau, parfois sur notre smartphone, on accepte d'avoir la petite roue qui tourne pour que l'application se charge, autant quand vous êtes un professionnel chronométré parce que vous savez que vous avez des objectifs de départ de l'avion, des objectifs de productivité, c'est insupportable d'avoir cette petite roue qui tourne parce que l'application ne se charge pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je pense la latence parlera à tout le monde. Sergio, vous, il y a un usage que vous attendez particulièrement avec la 5G, c'est le fait de pouvoir transférer de la vidéo. Ça, c'est quelque chose qui pourrait révolutionner pas mal d'usages, notamment dans la biométrie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, avec plaisir. Je pense que si on se met à la place du passager, l'expérience du passager dans quelques années sera très différente. En fait, l'idée, c'est tout d'abord que le smartphone devienne la télécommande du voyageur. C'est-à-dire qu'au travers du smartphone, sans besoin de toucher des kiosques, sans besoin de parler avec des interlocuteurs, sauf s'il y a un problème, l'utilisateur est en contrôle de son propre voyage, peut enregistrer son bagage, peut suivre l'évolution de l'enregistrement, savoir le nombre de personnes qui sont au guichet et commander un produit qui lui plaît. Et donc, son téléphone portable, son smartphone devient la télécommande de son voyage. Avec la 5G, il y a beaucoup plus de contenu qui peut passer. Le deuxième élément, c'est la biométrie. Quelque part, notre propre visage devient notre carte d'embarquement. Et donc, pour fluidifier l'expérience du voyageur, comme tu le disais, pour faire en sorte qu'on maîtrise un flux de passagers qui restera et qui redeviendra important, le fait de pouvoir avoir une expérience passager qui soit fluide est fondamental. Et donc la reconnaissance faciale, qui est portée par la biométrie, permet tout à fait de faciliter cette gestion complètement fluide du voyageur. Je voudrais rajouter encore un point. Pour moi, la 5G, et je ne suis pas un spécialiste de la 5G, est un enabler, comme on dit en anglais, et est un catalyseur d'utilisation d'autres technologies. C'est très important de comprendre ça. Avec la 5G, comme on peut télécharger des données beaucoup plus importantes, donc de la vidéo, comme on a des niveaux de service qui sont beaucoup plus sécurisés, on est capable de faire de la vidéosurveillance, on est capable d'envoyer des données lourdes, et notamment de la vidéo, pour gérer les processus, et donc on crée une productivité, une efficacité qui n'a potentiellement rien à voir avec l'expérience quotidienne d'aujourd'hui. Ça peut être utile aussi pour faire de la maintenance prédictive. Vous me disiez, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ? Oui, absolument. On commence déjà à faire ça sans utilisation de la 5G en particulier. C'est le fait que, en fait, plus on est capable d'envoyer en avance une information intelligente sur l'état de fonctionnement des pièces qui sont dans un avion, plus on est capable de prévoir la maintenance et donc de diminuer le temps d'inutilisation d'un avion. Si tu travailles par exemple avec Rolls-Royce pour faire en sorte qu'on envoie l'information au bon moment sur l'état d'utilisation des moteurs et anticiper les éléments de maintenance prédictive. Lorsqu'on va s'appuyer sur la 5G, cette capacité à envoyer de la donnée, à recevoir de la donnée, va être multipliée par 10. Et donc, on sera encore plus précis dans la maintenance prédictive et dans la capacité de faire en sorte que les objets connectés communiquent entre eux de manière intelligente. Ça ouvre des perspectives de productivité qui sont, à nos yeux, vraiment intéressantes pour faire en sorte qu'après cette crise, nous puissions opérer dans notre secteur avec des coûts et des niveaux de service qui soient bien plus élevés. D'accord, merci. Guillaume, vous insistiez tout à l'heure sur le fait que la 5G va permettre de connecter énormément d'objets, donc en fait de glisser des capteurs dans les avions, à différents endroits des aérogares, sur énormément d'infrastructures. Quel est l'avantage de la 5G par rapport
à d'autres technologies déjà existantes qui permettent de faire de l'IoT? Est-ce que c'est le fait que ça soit une technologie d'opérateur et donc plus sécurisée? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça? Alors, je pense que sur vraiment l'Internet des objets, il faut avoir conscience que dans cette fameuse courbe en S d'adoption des technologies, on est vraiment dans le tout début du plat de cette courbe. En d'autres termes, comme le disait Sergio tout à l'heure, il y a plein d'usages, de cas d'usage qu'on n'a même pas encore imaginé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous prenez un cas métier, par exemple, je suis gestionnaire des extincteurs sur une zone, je vais avoir le choix entre pas mal de technologies. Toutes ont des avantages, voire des inconvénients, mais fondamentalement, sur Internet des objets, on a 3 questions à se poser. Est-ce que le cas d'usage que j'ai va demander beaucoup de mobilité? Est-ce que mon extincteur va bouger aux 4 coins de l'aéroport ou est-ce qu'il va être relativement statique sur une zone? Est-ce que je suis sur un service qui est critique? Dans le cas de mon extincteur, bien évidemment, c'est critique parce que ça touche à la sécurité. Et troisième chose, est-ce que j'ai besoin de beaucoup de bandes passantes? Et en fonction de la réponse à ces 3 questions, vous avez une technologie plutôt qu'une autre qui peut voir le jour. Dans le cas si je reprends mon extincteur, on peut penser qu'une technologie qui envoie peu de messages, enfin des messages de petite taille, et peu consommateurs d'énergie, on n'a pas besoin de beaucoup de bandes passantes, comme la technologie LoRa, pour ne citer que celle-là, peut être adaptée. Mais ça ne sera pas le cas si, par exemple, je suis sur un véhicule roulant, toujours sur mon tarmac. Et là où donc aujourd'hui, vous pouvez le faire avec différentes technologies. Là où la 5G va permettre de passer à un cap supérieur, c'est dans le nombre d'objets gérés en même temps. Donc, c'est sur un horizon de temps qui est plus lointain, mais très clairement, ça va apporter quelque chose. L'autre point, c'est que dans tous les processus, par exemple, que décrivait Sergio, et en particulier sur le milieu aéroportuaire, on a cette obligation, cette ardente obligation de sécurité. Hors de question de laisser les données du moteur Rolls-Royce disponibles à d'autres personnes, d'autant que beaucoup de robots seront aussi pilotables à distance. Donc cette notion de cybersécurité et également de sécurisation sont au cœur des problématiques sur l'aéroport. Et là, c'est vrai que les technologies cellulaires, qu'elles soient 4G ou qu'elles soient 5G, parce qu'elles sont nativement dessinées pour assurer cette sécurité, parce qu'elles sont nativement chiffrées, permettent d'augmenter le niveau de sécurisation. Je dis bien augmenter le niveau de sécurisation. Aucune armure n'est impénétrable. Aucun mur de château fort ne peut résister à des coups de boutoir. Donc, ce que je veux juste te dire, c'est que vraiment, c'est à chaque fois, c'est augmenter au maximum la sécurisation. Donc voilà, 4G, 5G pour l'Internet des objets, la 5G en particulier, massivement des millions d'objets connectés, et ça dans un contexte de sécurisation qui respecte les métiers qu'on a sur un aéroport. Sergio, je voulais revenir avec vous sur le network slicing, donc ce nom barbare qui explique que voilà, on peut définir une partie de la bande passante pour un usage particulier. Ça peut être une révolution aussi pour des services comme les pompiers, pour les douanes, pour la police, parce que là, ils ont l'assurance de pouvoir avoir leur propre bande passante sans qu'il y ait d'interférence. Et ça, on ne pouvait pas le faire en fait avec les technologies précédentes. Absolument. Vous soulevez là un point qui est important. Dans je dirais la technologie mobile actuelle, on ne fait pas la différence entre la personne qui se connecte pour aller sur Netflix, regarder la dernière série, et les pompiers qui doivent avoir une information d'urgence. D'accord ? C'est quand même une faiblesse importante. Un des grands avantages de la 5G, cette capacité de faire du network slicing, c'est-à-dire de prioriser et d'avoir un trafic dédié en fonction des besoins. Et ça, c'est fondamental. Et à terme, ça peut être un des premiers usages de la 5G, c'est de remplacer pour des communications type Tetra dans les aéroports, les walkie-talkies des opérateurs, par des outils 5G, dans la mesure où on a une garantie de niveau de service. D'accord ? Donc ça, c'est un élément qui est très important, parce que comme vous le disiez également, il est fondamental que l'opérateur qui est mesuré sur une rapidité d'exécution ou dans le cadre également de procédures d'urgence puisse avoir accès à la communication, et à une communication
à haut contenu, ce qui peut faire vraiment la différence dans la résolution de problèmes urgents. Donc c'est un des éléments qui, à nos yeux, sont clés dans les avantages apportés par la 5G. Ça peut être aussi un des éléments de remplacement de technologies obsolètes, petit à petit, comme les talkie-walkie Tetra, pour permettre d'avoir des premiers cas d'usage immédiats, je dirais, en remplacement d'une technologie qui a fait des dizaines d'années d'expérience. D'accord. Là, j'ai une question pour la même question pour tous les deux. À quel horizon temporel, quand est-ce qu'on pourra voir ces nouveaux usages 5G arriver? Les caractéristiques de la 5G, donc je le répète, un très haut débit, le network slicing, le M2M, etc. C'est des possibilités qui vont arriver pas tout de suite. On parle de 2 ans parce qu'aujourd'hui les infrastructures ne permettent pas d'utiliser ces usages à plein. On attend des cœurs de réseau 5G en fait pour pouvoir vraiment en profiter à fond. Quand est-ce que ces nouveaux usages vont arriver? Est-ce qu'il va falloir attendre 1 à 2 années de pouvoir bénéficier d'une vraie 5G avec des cœurs de réseau 5G, ou est-ce que déjà on va pouvoir faire des choses dans les mois qui viennent? Si vous me permettez, je pense qu'il faut vraiment raisonner en fonction des usages des utilisateurs. Tout à l'heure, Sergio mentionnait effectivement les opérateurs qui ont des talkie-walkie. En quoi est-ce si important ce talkie-walkie? C'est que ça marche à tous les coups. Vous appuyez sur un bouton et vous êtes en communication avec tout le groupe que vous avez prédéfini. Et ça, ces usages-là, ils sont aujourd'hui vécus comme essentiels par toutes les personnes qui opèrent justement et ils ont besoin de cette robustesse. On n'a pas forcément besoin à nouveau d'attendre la 5G pour offrir ça. Certaines possibilités sont d'ores et déjà disponibles en 4G. Et en fait, on prévoit, pour ce qui concerne Boine, de migrer justement toutes les flottes d'usage Tetra en 4G. Pourquoi? Parce qu'à nouveau, on est sur des fréquences qui sont privées, on maîtrise la bande passante, on maîtrise la latence, et donc on est capable d'offrir sur des smartphones exactement les mêmes usages et les mêmes priorisations qu'on peut avoir sur le talkie-walkie, le fameux réseau Tetra. Et là, on touche à des éléments d'ergonomie qui sont essentiels. Aujourd'hui, sur le smartphone que vous avez dans votre poche, que j'ai dans ma poche, on n'a pas de bouton, ce fameux bouton push to talk. Vous poussez et vous avez directement la communication. Il se trouve que d'ores et déjà, beaucoup de terminaux 4G aujourd'hui sont non seulement durcis, mais en plus peuvent être équipés de ce bouton. Et si on va un tout petit peu plus loin, là, on ne parle que d'un usage voix. Mais on a des usages data avec la communauté, mon petit groupe que j'ai à qui je parle à chaque fois que je pousse sur le bouton, je peux faire la même chose pour lui envoyer les données du train d'atterrissage devant lequel je suis et je me pose une question sur est-ce qu'il a un défaut ou pas et je vais partager ça avec ma communauté d'experts. Et là, vous pouvez faire de la vidéo et donc communiquer avec votre groupe d'experts et votre smartphone 4G. Tout de suite en temps direct, voir, je dirais, le train d'atterrissage sous toutes ses coutures, faire des zooms ou autres. Et ça c'est possible dès la 4G. À nouveau, parce qu'on est en mesure de garantir la bande passante. Le network slicing, comme le disait Sergio, garantira ça également sur la 5G. Mais donc, du coup, on n'est pas forcément sur un horizon de temps qui est, c'est pas dans 5 ans, dans 10 ans. Sur la pénétration de la 5G dans tout l'écosystème, ça va prendre un tout petit peu plus de temps, au sens où il faut qu'il y ait des équipements en nombre suffisant, comme vous le disiez, en cœur de réseau, mais aussi les terminaux que tout un chacun a dans les mains, et des terminaux qui soient adaptés aux usages qu'on a sur un aéroport, donc durcis et capable juste d'appuyer sur l'écran avec des gants. C'est aussi bête que ça, mais en hiver, et il fait froid, il y a des gens qui sont dehors, qui travaillent, qui ont besoin d'appuyer sur des touches. Et donc ça, ce sont des choses qui seront permises très prochainement. Sergio? Oui, absolument. Et parlons un peu peut-être d'expérience pratique. Ce qui est clair, hein, on opère dans 200 pays dans le monde, on voit qu'il y a un appétit pour se préparer à cette technologie. De manière générale, hein, et aussi le contexte Covid, hein, je pense, est un accélérateur de ça. Hein. En fait, le Covid s'est révélé être un agent de digitalisation particulièrement efficace dans tous nos métiers
et en particulier dans notre métier de aéronautique. Et donc on voit des aéroports, des compagnies aériennes qui se préparent, qui peut-être font de la 4G+, dans un premier temps, avec des réseaux privés, et se préparent à migrer le moment venu. Et d'ailleurs, à l'aéroport Charles de Gaulle, avec ADP, vous-même, vous le faites, Guillaume. On le voit aussi à l'étranger. Et cet appétit est porté par la volonté d'être prêt progressivement à d'abord améliorer de manière significative la productivité et l'efficacité en aéroport, ensuite à améliorer l'expérience du passager. Et ce sont ces deux clés qui sont, je dirais, les leviers attendus par les utilisateurs partout dans le monde, dans les aéroports, par les décideurs dans les aéroports pour aller de l'avant. Si on prend l'exemple de l'aéroport d'Helsinki, eux, ils se sont préparés à la 5G, ils ont déployé un premier réseau et ils font des tests, par exemple, de robots qui sont capables de se déplacer de manière autonome dans l'aéroport, de vérifier la distanciation sociale, qui sont capables d'envoyer des vidéos 4K, donc assez riches, aux opérateurs de l'aéroport permettant d'anticiper des situations. Ce sont ces éléments qui sont les tests aujourd'hui, mais il faudra un peu de temps pour l'implémenter et il faudra une progressivité. Je pense qu'on apprendra à utiliser la technologie de plus en plus en fonction de cas qui seront découverts grâce aux apports en termes d'offres de cette technologie. Et je pense que Sergio a mentionné quelque chose aussi qui est essentiel, c'est qu'on a un standard, c'est-à-dire que tous les aéroports peuvent déployer ce standard. Et donc, du coup, les métiers aéroportuaires... C'est un standard mondial. Ouais. Exactement. Et donc, de ce point de vue-là, c'est aussi une grosse avancée parce que votre avion, avec son modem 5G, il pourra aussi bien se connecter à Helsinki qu'à Paris, qu'à Madrid. Et donc, du coup, ça, dans la dimension mondiale des opérations de n'importe quelle compagnie aérienne, de la CITA et autres, c'est essentiel que d'avoir, dès le départ, des standards qui soient mis en place. Alors, je rebondis un peu sur ce que vous disiez, Sergio, mais est-ce que la crise du Covid-19, la crise sanitaire et la crise économique que ça a engendré, notamment pour l'aérien, pousse les acteurs à davantage utiliser la technologie, soit pour faire des économies, soit pour améliorer leur process ou l'expérience passager dont vous parliez au début, pour qu'il y ait le moins de contacts physiques possible et qu'on préserve cette distanciation sociale. Oui, je pense qu'on a tous vécu, et en particulier dans notre secteur, la crise du coronavirus comme un changement d'époque. Nous, on le compare à ce qui s'est passé le 11 septembre 2001, où beaucoup de process ont changé en termes de sécurité physique suite à ce terrible événement. Clairement, notre industrie est en train de subir une crise qui est inattendue et qui est d'une ampleur majeure. Lorsqu'on voit les projections vers l'avenir, on comprendra qu'il faudra quelques années pour arriver au niveau qu'on a connu en 2019 en termes de nombre de passagers. Mais je pense que cette crise est autant une menace qu'une opportunité et que cette crise amène des opportunités de digitalisation, des opportunités de changement de mode de fonctionnement. Des choses qui paraissaient impossibles avant sont maintenant considérées comme possibles, comme par exemple le fait d'exploiter les données vidéo qui sont dans les dizaines de caméras qui sont dans un aéroport. Aujourd'hui, on comprend que c'est intelligent de les exploiter avec intelligence, avec privacy, pour pouvoir permettre d'avoir une meilleure expérience passager et pour pouvoir permettre d'avoir une meilleure efficacité. On opérera de manière efficace seulement si on arrive à réduire les coûts de gestion d'un aéroport. Et le meilleur moyen de réduire les coûts de gestion d'un aéroport, c'est d'automatiser. Deuxième élément, j'y tiens, il faut donner envie aux passagers de reprendre l'avion. Il faut donner envie aux passagers et permettre aux passagers de penser que s'ils prennent l'avion, ils ne prennent pas un risque pour soi-même. Et donc, le respect de la distanciation, le fait qu'il n'ait pas à faire des queues kilométriques, le fait qu'il voit qu'il n'est pas obligé de toucher des surfaces ou d'échanger des documents
le fait qu'il comprend qu'il peut voyager parce qu'il y a une autorisation sur son smartphone qui est liée à son état de santé, lui donneront la confiance de se rendre à nouveau dans un aéroport et de voyager. Ok. Après, on aura cette période aussi intermédiaire où on aura des corridors de voyage qui seront ouverts, d'autres qui seront fermés. Et donc, il faudra avoir cette flexibilité que la technologie permet d'avoir. Guillaume, à ce sujet, est-ce que vous constatez que les acteurs au sens large, mais de l'aérien, sont davantage intéressés, en tout cas par les différentes technologies que vous pouvez déployer pour justement améliorer l'expérience voyageur, la sécuriser ou tout simplement faire des économies dans un contexte de crise économique? Incontestablement, je pense que la priorité pour toute l'industrie, c'est vraiment de rétablir la confiance. Ça a été très bien dit par Sergio. Il faut retrouver des corridors sanitaires, des confiances, un niveau de confiance qui, au départ comme à l'arrivée, rassure le passager. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que ce fichu virus nous oblige à repenser pas mal de process et globalement à dématérialiser, à éviter au maximum tout ce qui est contact. Et de ce fait, les outils technologiques, oui, sont regardés avec un regard différent. On a coutume de dire, c'est vrai, pour la partie télécommunication, que souvent, et passez-moi l'expression, mais on met des gros tuyaux à disposition du grand public, des entreprises, et que les usages viennent après, on invente des nouvelles manières de remplir ces tuyaux. Et je reste persuadé que quand bien même il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour imaginer ce parcours un peu dématérialisé du passager, on a encore plein de nouvelles frontières à conquérir. Sergio mentionnait tout à l'heure la biométrie. Je pense que c'est un usage qui matérialise bien le besoin de tuyaux qu'on va avoir et qui, si j'ose dire, de tuyaux sécurisés. C'est-à-dire que faire en sorte que toutes les données de votre visage, qui sont quand même des données assez riches, puissent être transmises quand vous passez la porte de l'aéroport à un premier moment, puissent vous accompagner chaque fois que vous passez la police, la frontière, une autre porte. Ça, c'est un véritable challenge. Là aussi, on a besoin du temps réel. Faire en sorte que votre visage, dès le moment où vous rentrez, mettez le pied dans l'aéroport, soit associé avec votre nom et qu'ensuite il soit transmis de manière bien évidemment sécurisée. Hors de question, là aussi, d'avoir Guillaume qui pirate le visage de Sergio et qui passe à sa place. Vous mesurez les enjeux qui d'ailleurs sont du ressort du ministère de l'Intérieur en France. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et derrière, de s'assurer, et ça joue aussi dans la confiance, de rassurer le passager pour que ces informations soient détruites dès lors que son vol est terminé. Hors de question, règlement général de protection des données personnelles oblige, et juste démocratie oblige, de conserver des données. Donc il faut s'assurer que toute la chaîne soit avec suffisamment de tuyauterie, passez-moi l'expression à nouveau, suffisamment sécurisée, et que les process de destruction existent complètement. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Oui. Si je peux me permettre, Guillaume, vous abordez un point très important. La confiance du passager, c'est aussi la confiance dans le fait que ces données sont conservées juste le temps de l'opération de voyage et que tous les critères de confidentialité soient protégés plus tard. Ce que nous faisons absolument et ce qu'il faut continuer à faire et expliquer. Et après, la confiance, c'est aussi dans le fait de se dire qu'en évoluant dans un contexte 5G, il n'y a pas de risque physique. Et donc, il y a beaucoup d'explications et d'éducation vis-à-vis du passager et vis-à-vis du consommateur au sens large pour dire c'est une technologie de plus. Nous en maîtrisons les modalités de mise à disposition et elle apporte un service et une valeur ajoutée qui permettront de faire un saut de productivité dans l'avenir, comme d'autres technologies. Et encore une fois, on parlait en préparant cet entretien de lorsque le smartphone est arrivé, on n'imaginait pas toutes les utilisations possibles que le smartphone aurait quelques années plus tard. Il en va de même lorsqu'on met en place une technologie aussi disruptive que la 5G. On imagine les cas d'usage, il y en aura certainement d'autres qu'on n'imagine pas, peut-être pas aujourd'hui, et qui auront autant d'avantages pour évoluer dans notre industrie.
Et pour vous citer un exemple, je pense qui n'est pas du très très long terme, qui est plus peut-être du moyen terme, on a beaucoup parlé de l'utilisation de la 5G pour les véhicules autonomes. Donc votre voiture complètement conduite de manière autonome parce qu'elle communique avec le sol sur l'autoroute. On peut tout à fait avoir la même chose sur le tarmac des aéroports où vous avez beaucoup de véhicules très très différents. Les avions en sont un. Vous avez tous les véhicules de service qui viennent opérer tout autour. Vous avez bien évidemment, quand il y a un incident majeur, des camions de pompiers qui déboulent à plus de 150 km/h, qui sont quasiment des Formule 1 avec des accélérations incroyables. Et vous avez besoin de contrôler tout ce balai, de le sécuriser. Et c'est vrai qu'avoir tous ces véhicules qui communiquent avec le sol et qui soient capables de se croiser quasiment à 1 mètre de distance, non pas par la virtuosité des pilotes, mais parce qu'ils sont conduits de manière autonome, ça c'est un plus qui est largement, qui sera possible et qui sera là aussi du moyen terme, sans doute comme votre voiture autonome. Qui permet de faire baisser les coûts des aéroports aussi. Qui permet d'augmenter le niveau de sécurisation, ça c'est incontestable, et qui permet également, vous avez raison, d'augmenter l'utilisation des infrastructures. Sur une même empreinte, on peut, sur un même point de parking, on sera capable effectivement d'enchaîner plus rapidement les opérations, et de ce point de vue-là, effectivement, de faire baisser les coûts. Mais après, vous avez également plein d'autres utilisations qui permettront aussi et qui bénéficieront à l'environnement. Vous êtes capable aussi de contrôler la vitesse de chaque véhicule pour vous assurer qu'on est bien à la plus petite consommation si c'est d'essence, mais encore mieux, l'électrification de tous les véhicules, là aussi c'est un horizon qui est relativement court. Donc mesurer la charge de chacune des batteries, optimiser le balai des véhicules en fonction de leur batterie, ça c'est quelque chose qui sera rendu possible une fois qu'on aura effectivement connecté en temps réel tout ce tarmac. Alors, on aborde deux points très importants. Le critère d'économie d'énergie et donc de sustainability, ça c'est fondamental parce que en ayant la richesse des données, on est même capable d'optimiser les processus de décollage et d'atterrissage d'un avion en ayant des économies à 2 chiffres de l'utilisation du carburant sur ces phases-là. En ayant une optimisation fine avec des objets interconnectés de chaque machine de service dans un aéroport, de l'escalator à l'ascenseur, au bus, on est capable aussi d'avoir une optimisation de l'utilisation d'énergie. Dernier élément, je voudrais revenir sur le passager, l'expérience passager. Lorsqu'on interroge les passagers partout dans le monde et on leur dit quel est le moment que vous aimez le moins dans un voyage en avion, c'est lorsqu'ils sont dans l'aéroport parce qu'ils ont un niveau de stress. Vous me direz, c'est la même chose dans un voyage en train. Le moment le plus stressant, c'est que quand vous êtes dans la gare, vous n'êtes pas sûr d'arriver à temps, vous n'êtes pas sûr d'aller sur le quai qui est le bon et vous voulez vous assurer que tout marche bien. Bon, de la même manière, dans un aéroport, si on veut rendre l'aéroport aussi séduisant que possible, on doit aider le passager, lui donner le contrôle de son voyage. Je parlais de la télécommande du voyageur qui est le smartphone, lui donner l'information dont il a besoin, une information contextuelle, riche en contenu, qui lui permette d'avoir une expérience la plus soft possible. Et ça, c'est ce que la technologie et la 5G en particulier pourront permettre d'apporter et pour rendre donc ce voyage le plus agréable possible. C'est quand même un élément important pour remettre les pieds dans un aéroport. Alors, là, on en parlait aussi en préparant cette table ronde, mais là où il y a un changement peut-être de paradigme, c'est que de plus en plus, en fait, le voyage débutera avant d'arriver à l'aéroport. On effectuera ces tests en amont. Enfin, il y aura toute une procédure à suivre qui fera que ça sera plus simple et plus sécurisant pour le voyageur. Est-ce que vous pouvez vous travailler sur ce type de solution? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, absolument, vous avez raison. En fait, on travaille sur 3 axes. Le premier axe, c'est que le voyage et la préparation du voyage doit être faite avant d'arriver en aéroport. Donc, quelque part, l'aéroport doit commencer avant l'aéroport. Le deuxième axe, c'est que l'expérience dans l'aéroport doit être la plus fluide possible. Et le troisième axe sur lequel on travaille, c'est que lorsqu'on arrive à destination, le passager est connu,
et sa sortie de l'aéroport est la plus fluide possible. Donc, de nos jours, et de plus en plus, on a pris l'habitude de s'enregistrer sur son smartphone avant de prendre l'avion. On prendra l'habitude d'avoir l'autorisation à voyager, qui est ce qu'on appelle en anglais Health Electronic Travel Authorization, qui, suivant les corridors, suivant votre parcours, suivant votre vaccin, le jour où il y aura un vaccin, ou votre test, donnera l'autorisation à partir. De la même manière qu'on donne une autorisation à partir parce qu'on a vérifié votre identité lorsque vous allez aux États-Unis, par exemple, il y aura une vérification qui est plus importante du fait que vous avez l'autorisation de prendre votre avion, ce qui permettra de ne pas vous amener à l'aéroport pour découvrir que vous ne pouvez pas voyager. Okay. De la même manière, on peut très bien imaginer que vous enregistrez votre bagage à l'avance, soit sur des bornes autour de l'aéroport. Donc vraiment, commencez le voyage le plus tôt possible. L'aéroport commence avant l'aéroport. Et donc, un des éléments, c'est, vous parliez de standards, c'est de construire des standards qui soient communs. L'Europe travaille sur des standards de Entry-Exit Visa et on aide dans ces initiatives. L'idée, c'est qu'il faut plus de coopération et plus de technologie. La coopération, c'est pour avoir des standards communs, pour qu'on parle le même langage. Et donc tout ça contribue à la volonté de faire en sorte qu'on arrive dans l'aéroport en étant prêt à voyager. Ça fera une grande différence. Alors, on a beaucoup parlé des usages. Quelles sont les difficultés et les freins liés à la mise en place de ces nouveaux usages numériques avec la 5G ou avec d'autres technos? À quelles difficultés aujourd'hui vous êtes confrontés, Guillaume? Alors, déjà, je pense que, et c'est un peu plus général, il y a une vague de doute et de scepticisme face au progrès qui traverse la France et d'autres démocraties. Je pense que donc de ce point de vue-là, on fait face aux mêmes craintes, aux mêmes angoisses et aux mêmes théories complotistes, parce qu'il faut quand même appeler un chat un chat. Donc déjà beaucoup de pédagogie, sans cesse redire que les fréquences qui sont utilisées pour les technologies 3G, 4G, 5G sont très proches, qu'il y a maintenant plus de 30 années de recul, y compris avec des utilisations massives. Je me souviens, dès la fin des années 90, vous aviez déjà de nombreuses personnes qui passaient des heures au téléphone, ceux qui n'avaient pas pour le coup leur petit casque. Donc il y a un recul qui est là, et sans cesse réexpliquer, revenir à la base. Ces fréquences sont utilisées pour la 5G par exemple, par d'autres technologies avant. Pour autant, il n'y a pas eu de sujet. Donc ça, je pense que c'est très important. Et on a la chance en Europe d'avoir un cadre sanitaire et réglementaire plus généralement qui justement prend en considération tout ça. Depuis de nombreuses années, les opérateurs grand public ont des périmètres autour des écoles sur lesquels ils ne doivent pas installer d'antennes. Donc le principe de précaution a été largement déployé. Donc ça, je pense qu'il y a un premier aspect sur la santé qui a à prendre en compte, et toute l'industrie doit expliquer et apporter des faits. Le deuxième frein, c'est que qu'on le veuille ou non, on est tous excités par la nouveauté, par la technologie, mais on a quand même des cycles qui sont assez longs. Donc c'est pas véritablement un frein, mais c'est plus une certaine. Il faut avoir conscience de la lenteur de diffusion. Si on reprend l'exemple juste de la technologie 4G, pour le cas de la France, les licences ont été octroyées en 2011. La technologie 4G avait été standardisée par les organismes internationaux fin des années entre 2005 et 2010. La pénétration massive du parc grand public par des terminaux 4G, c'est seulement aujourd'hui. On est à 80% de pénétration des terminaux 4G. Donc vous voyez, on est quand même sur des cycles qui sont assez longs.
il y a beaucoup d'usages à inventer. C'est pas à proprement parler un frein, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Le dernier point, et j'en finirai là, c'est véritablement sur la mise en place de tous les mécanismes de sécurité, ce coup-ci, pour s'assurer que chaque élément du réseau, toutes les mesures de défense ont été prises et qu'il est impénétrable, ou en tout cas qu'il est bien défendu contre les attaques potentielles. Et c'est vrai que le milieu aérien, à juste titre, est très préoccupé par la sécurité, qu'elle soit physique ou maintenant qu'elle soit de plus en plus cyber. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte. Sergio, à ce sujet. Je partage tout à fait ce que Guillaume a dit. Premier élément, il y a beaucoup d'explications, de communication à faire pour rassurer le consommateur et aussi pour apporter la preuve, la démonstration que sa sécurité physique, la sécurité de ses données sont respectées. De la même manière que quand on prend un avion, on a confiance à monter dans un avion pour le voyage. Il faut qu'ils aient le même niveau de confiance à permettre que ces technologies soient utilisées. Donc il y a beaucoup d'explications à faire. Le deuxième élément, c'est sur la cybersécurité. Lorsqu'on aura un monde qui sera vraiment, qui utilisera jusqu'à son potentiel la 5G, nous aurons un monde qui sera beaucoup plus interconnecté. Et sur un périmètre petit, on aura des dizaines de milliers d'objets qui communiqueront entre eux. Il est fondamental de garantir que la cybersécurité soit assurée. Et je pense que c'est absolument le cas, mais c'est un élément à prendre en compte. Je rajouterai un dernier élément en ces temps difficiles, c'est les retours sur investissement. Et là, comme toujours, je crois que quelle que soit la technologie, même il y a 30 ans, avant de prendre une technologie et la mettre en œuvre, le retour sur investissement n'était jamais très, très clair. On peut construire des business cases, des business plans, mais il n'est jamais très, très clair. On l'imagine. Donc, il est aussi fondamental dans les plans d'investissement des entreprises d'intégrer une évolution à moyen terme qui sera portée par cette 5G et de l'intégrer dans un contexte économique qui n'a plus rien à voir avec celui de l'année dernière. Et donc de faire en sorte aussi que la valeur apportée par cette technologie soit visible assez rapidement. D'où la nécessité de travailler sur des use cases, sur des cas d'usage qui est le bon niveau de maturité. Merci. Guillaume, je reviens sur quelque chose de très terre-à-terre que vous avez commencé à évoquer précédemment, mais il y a aussi le souci en matière de 5G de pouvoir disposer de terminaux. Aujourd'hui, il en existe peu, ils sont sans doute assez chers. Il faut aussi qu'il y ait une certaine maturité de l'écosystème économique pour qu'on puisse utiliser par exemple de nouveaux terminaux et les déployer massivement auprès des différents acteurs. Et j'ajoute, il y a aussi un problème qu'il peut y avoir quand on utilise différentes technologies. Est-ce que ces différentes technos n'interfèrent pas les unes envers les autres? Avec la 5G, on voit poindre des soucis, notamment d'interférence dans les aéroports entre certaines fréquences et puis les avions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors, sur les terminaux, et à nouveau pour des usages professionnels, je reviens sur mon bagagiste, hors de question, effectivement, pour les raisons économiques que Sergio a mentionnées, de mettre, on ne peut pas se permettre de mettre dans les mains de chaque bagagiste un terminal qui vaut entre 500 et 1000 euros. Donc la dimension économique est incontournable. On a la chance d'être sur des industries d'échelle, et donc on sait que ces prix baisseront. Deuxième aspect, il est très, très terre à terre, c'est à nouveau, on est face à des opérationnels qui sont dehors, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, et donc il y a véritablement un sujet aussi de durée de batterie, de durcissement du terminal, faire en sorte, comme dans Mon oncle de Nicolas Hulot, de Monsieur Hulot, que la carafe rebondisse. Il faut que le terminal, on puisse le laisser tomber de 2 mètres et qu'il se brise pas. Et enfin, il y a mon fameux bouton pour pousser qui est nécessaire là aussi. Donc ça, aujourd'hui, c'est une ergonomie des coûts qu'on a sur des terminaux 4G et qui viendront sur les terminaux 5G
vraisemblablement d'ici 5 à 7 ans. Après, c'est vrai que vous avez pointé du doigt un point qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même une multitude de technologies, certaines très datées comme notre fameux Talkie-Walkie, qui a quand même 30 ans, et on a là aussi des opérationnels sur les aéroports qui ressemblent un petit peu à des Robocop. C'est-à-dire qu'ils ont leur fameux Talkie-Walkie, ils ont éventuellement un téléphone sans fil DECT, une ligne fixe, ils ont leur smartphone personnel, voire professionnel, et de temps en temps une tablette ou un lecteur de code barre, un lecteur RFID. Et donc du coup, il y a une vraie valeur à unifier, et qui n'est pas seulement une valeur d'usage, mais qui est aussi une valeur économique, à unifier tout ça sur un seul terminal. Et donc ça nous renvoie aux questions de il faut que j'ai suffisamment de bande passante, et puis des aspects très, très bêtes comme il faut que j'ai suffisamment de batterie, et que ça puisse passer de main en main. Donc ça effectivement, horizon de temps plutôt en 5G, 5 à 7 ans, et dès aujourd'hui en 4G. Après, c'est vrai que il y a des questions qui sont abordées par l'industrie et des télécommunications et du secteur aérien sur d'éventuelles perturbations entre systèmes électroniques. En l'occurrence, sur les fréquences 5G qui ont été octroyées en France pour les opérateurs grand public, entre 3,4 et 3,8 GHz, il y a un soupçon de perturbation des altimètres des avions. Donc ça, c'est pas un phénomène qui est propre à la France à nouveau, puisque c'est un standard avec des fréquences identiques qui sont utilisées dans pas mal de pays du monde. Et donc là, il y a des études assez pointues qui seront sans doute menées dans les prochaines semaines. Si véritablement le risque ou le doute en tout cas est avéré, il y aura sans doute des moratoires qui pourront être pris. Voilà, c'est un sujet qui est à suivre. Je rappellerai juste qu'au moment de l'introduction de la 3G, donc sur des bandes de fréquences un petit peu différentes, il y avait eu les mêmes doutes. Au moment de l'introduction de la 4G, il y avait eu également des doutes, notamment avec la télévision numérique terrestre à l'époque. Donc c'est des choses, c'est des mécanismes de cohabitation, d'interférence et plus généralement électromagnétiques auxquels les industries sont habituées de nombreuses années. C'est vrai, depuis de nombreuses années. C'est vrai que les exigences de sécurité du milieu aérien font que ces sujets-là sont regardés avec une attention toute particulière. Mais quand vous songez à la puissance d'émission d'un radar sur un aéroport, voilà, il y a de l'expérience cumulée sur ce sujet-là, donc je suis assez confiant. D'accord. Sergio, il y a un point aussi qui, à vos yeux, est très important lorsqu'on déploie de nouvelles technologies et de nouveaux usages, comme ceux liés à la 5G, c'est qu'il puisse y avoir, en fait, pour bâtir ces normes, ces nouveaux standards, une collaboration accrue entre tous les différents acteurs, que ce soit les gouvernements, différentes institutions, les industriels, et c'est pas toujours simple à mettre tout le monde autour de la table et surtout à ce que tout le monde soit d'accord. Est-ce que dans le contexte de crise sanitaire et d'impératif d'utiliser la technologie pour améliorer les différents process, est-ce que ça sera peut-être plus facile de réunir tout le monde et de déployer plus rapidement certaines technos ou pas ? Alors, vous soulevez un point important, hein. On faisait allusion à la collaboration qui est nécessaire. On parlait avec Guillaume de l'écosystème autour de l'aéroport. Dans un aéroport, il y a des dizaines d'opérateurs qui doivent travailler ensemble de manière quotidienne, avec des volumes très importants. Les agences gouvernementales, les compagnies aériennes, les opérateurs d'aéroports, les distributeurs, les boutiques. Donc il y a vraiment un écosystème qui vit, et le passager passe sans s'en rendre compte, et son bagage aussi, sans s'en rendre compte, au travers... en fait, il passe de la main à la main au travers d'un nombre très important, des dizaines d'entreprises et d'opérateurs différents. Ça, dans un aéroport. Ensuite, si le voyage comporte plusieurs escales, vous imaginez, lui et son bagage, le nombre de passages qu'il fait. Donc, c'est nécessaire et fondamental d'avoir une collaboration. Okay ? Je pense que notre industrie a été très bonne dans la création de standards communs et de collaboration. Notre entreprise CITA a été fondée 70 ans sur cette idée de partage de plateformes communes. Aujourd'hui, je crois que
la menace du Covid, la menace qui est portée par la baisse du trafic, amène à un intérêt encore supplémentaire à partager les développements, à partager avec intelligence les données et à faire en sorte que cette collaboration reprenne un nouvel élan. Alors on le voit, quand je faisais allusion au fait que des choses qui paraissaient impossibles sont maintenant considérées possibles, on le voit aussi dans le domaine de la collaboration entre différentes compagnies aériennes, entre compagnies aériennes et aéroports. Et je pense qu'on a tous à gagner dans le fait de créer des standards communs, de permettre que, avec intelligence, les données soient partagées et ne serait-ce qu'entre les constructeurs aéronautiques et les compagnies aériennes, il y a des enjeux formidables, ne serait-ce que là-dessus. Et je crois que ça va continuer et que notre industrie restera assez avec un niveau d'anticipation important sur cette capacité à travailler de concert. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Merci Pierre. Merci.